Hello, Hello. bienvenue chez Lily Corner. C'est vrai que je vais vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. La technique, c'est Laurent. Coucou. Salut Laurent. Salut Cédric. Directement. Directement, ouais. Ouais, T'as Galenus. raison. Qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, il s'agit de Harry Pekakus, là. Il doit être finlandais, vu le nom. Et au pinceau, c'est Joséphine Strand. Et je pense que c'est un premier jeu. Je n'ai pas, j'ai pas vu grand chose. Je pense de mémoire, c'est un premier jeu. Il me semble avoir vu la photo de l'illustratrice qui était plutôt une jolie femme. Ouais. Je vais me renseigner. Oui, va voir sur BGG, elle a une belle pour photo. ma culture générale. Oui, c'est du 1-4 joueurs pour des parties de 120 minutes. C'est du 14+. Par contre, c'est peut-être toi qui vas devoir le pitcher parce que j'ai pas vu grand chose au niveau du pitch là-dessus. Non, c'est un placement d'ouvrier qui pourrait être très classique, mais qui a la particularité d'être en deux temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de placer tous ces ouvriers, donc on a un certain nombre d'ouvriers, qu'on aura le même nombre du début à la fin de la partie. Et on va en placer un à son tour, mais à tout moment, avant d'avoir nécessairement placé tous ces ouvriers, on peut décider de commencer à résoudre. Et donc ça veut dire, c'est pas au moment où on place son ouvrier dans un spot d'action, c'est quand on le reprend qu'on déclenche l'action. Et donc on va les placer un par un. Il y a certains avantages à être avant les autres, mais quand on résout en premier, en fait, en général, on a un avantage. Et donc c'est ce timing, se dire, est-ce que les autres vont continuer à aller, est-ce que je dois déclencher maintenant, est-ce que j'attends, de manière à avoir exactement les places les plus intéressantes dans les différents spots d'action. Ça me fait penser à Spirium, ça, non? Cette espèce de placement en deux temps où on se place, puis on décide de basculer pour retirer. Il y a un petit peu ça. En tout cas, c'est excellent, Spirium, moi j'adore. Mais... Ah non, ça pourrait être un Istari de l'époque. Ok, Ion Games. Ouais, très bon jeu. Honnêtement, il paie pas de mine. Par contre, l'édition est un petit peu légère, on va dire. C'est très beau quand on le voit comme ça. C'était un Kickstarter. Enfin, moi, j'avais pris sur Kickstarter. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus. Il y a quelques petits problèmes d'édition. Les caractères qui sont très petits. Quand on lit les pouvoirs, Le dos de boîte ne fait pas rêver, en tout cas. Non. En tout cas, mais le jeu vaut vraiment le coup. C'est un des meilleurs jeux de ces derniers mois pour moi. J'en ai vu beaucoup de bien. J'ai été hypé, très hypé. Non, vraiment malin, pas trop long, pas très compliqué, pas difficile à expliquer, mais beaucoup de bonnes idées, des choses un petit peu originales. Ça renouvelle bien le placement d'ouvriers. Moi, c'est bien que j'en ai un petit peu ma dose des placements d'ouvriers. Et ben celui-là, c'est un des rares qui me donne envie de jouer. J'en ai vu vraiment beaucoup de bien. C'est de la FEO, hein, évidemment. Oui, il y a juste certaines cartes avec un peu de texte, c'est pas très grave. C'est pas du tout à condition de pouvoir lire la règle, évidemment. La suite. Wild Serengeti, qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, c'est Gunno Kim, un coréen, si je me rappelle bien. Sophia Kang et Hanni Chang au pinceau. C'est chez Don't Panic. C'est du 1-4 joueurs, c'est du 14+ pour des parties de 45 à 120 minutes. 45 pour le solo, peut-être. C'est l'auteur de Shaolia, pour ceux qui ont peut-être fait le KS. Parce que ça te dit quelque chose. Non, du tout. On est sur du beau matos quand même, hein, pour une version retail. On sent vraiment qu'il vient de financement participatif parce que énormément de meeples sculptés avec plein d'animaux. On a un petit peu l'effet Everdale avec cette espèce d'énorme arbre, mais là c'est plus un rocher et qui est nettement plus contenu, qui est plutôt pas mal pour la lisibilité. C'est j'ai regardé la vidéo, c'est du placement d'ouvriers avec des contrats, des objectifs, hein, donc placement d'ouvriers, tout ce qu'il y a de plus classique avec des objectifs, tout ce qu'il y a de plus classique aussi. Ce qui fait que vous allez vous retrouver avec énormément d'animaux sur le plateau de jeu, et c'est justement visiblement ça qui fait que l'originalité est là, parce qu'au plus il y a d'animaux, au plus ça devient compliqué de les bouger. Et donc pour réaliser ces objectifs. On a des cartes objectifs qui sont en fait des prises de vue qu'on veut obtenir. Il faut essayer de placer les animaux sur la map de manière à pouvoir remplir les conditions de placement de ces cartes. C'est assez classique, mais ça a l'air sympathique. Beaucoup de cartes. Hein. Comme dans Shaolia, le gars aime bien avoir beaucoup de cartes.
beaucoup de cartes et beaucoup de meeples. Et beaucoup de meeples, ouais. La boîte est lourde. Ah, oui. Je sais pas si elle pèse un âne mort, mais vu que c'est l'Afrique, on pourrait un zèbre mort, un truc. Je pense qu'on en a pour son argent parce qu'il est pas dingue. Hein. Non, bon, ça va, c'est un peu moins de 70 €. Mais vu le matériel à l'intérieur... Ça devient un prix standard, malheureusement, actuellement. Ouais, et ça n'ira pas, on s'arrange. Malheureusement. On nous annonce déjà des grosses montées encore pour début de l'année prochaine. Ouais. Plus 10, plus 15% encore. J'ai peu peur pour le prochain SN. tu risques de revenir plus léger. C'est comme ça chaque année, hein. Plus léger dans un sens, plus lourd dans l'autre, mais... Voilà. La couve est juste waouh, quoi. Il donne pas envie d'y aller, lui, hein, parce que il est... À ne pas confondre avec un... C'était quoi Extinction qui était ces dernières semaines. Oui. Oui. Parce que la couverture peut faire penser un petit peu. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est pour ça que... On peut confondre. Hein. J'avais un peu zappé parce qu'il est arrivé en plus ou moins en même temps qu'Extinction avec la phase de tigre. Moi, j'ai toujours confondu. Déjà quand ils sont sur Kickstarter, etc. J'ai toujours confondu les deux jeux, j'ai toujours cru que c'était le même. D'ailleurs, quand on a été chez Asmodée, je pensais que c'était lui qui était sur la table, alors que c'était Extinction. Donc c'est pour ça que j'avais zappé, parce que ça vient de chez ça ne m'étonne pas. Mad Distribution. À Button Shy, In Vino Morte. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, c'est Chris Anderson, que je ne connaissais pas personnellement. Je ne pense pas qu'il ait fait autre chose. Si, tout plein, mais à mon avis, c'est encore dans les Button Shy qu'on... Ah oui, ok, rien de marquant, je pense. D'accord. Et sinon, les illustrateurs, pas grande illustration, je pense qu'il y en a deux dedans. Mais bon, c'est Ben Toz, Sanj Pixel et Alexander Greykov. Oui, c'est ça. Donc, je suis toujours assez surpris du nombre d'illustrateurs qui sont crédités sur les Button Shy. C'est des maisons, je pense. Oui, ils tombent bien dans... ils sont crédités sur pas mal de Button Shy. In Vino Morte m'a fait penser à un jeu, je me rappelle, j'ai pu revenir sur le titre évidemment. On jouait, le matos était un peu dingue aussi. Il y avait une espèce de coupe dans lequel on devait mettre des pierres, des gemmes et tout ça. Il a été relativement anonyme. Clairement. Donc ici, c'est un jeu de guessing. Oui, de bluff. Hein. Donc, plus du guessing, sur du bluff et plus du guessing, évidemment. Donc, dans le guessing, il va y avoir double guessing, triple guessing. Donc, je sais que tu sais, je sais que tu sais que je sais. Et donc, voilà, le but est d'essayer d'empoisonner vos adversaires. Vous avez la possibilité d'échanger ce que le serveur vous donne. Et le serveur devra boire aussi à un moment donné. Donc, ça peut le jeu d'ambiance. Hein. Oui, clairement. C'est un Button Shy. 3-9 joueurs, c'est une configuration un peu particulière. On a dit plus on est, plus on... Oui, je pense. On est fou. Je pense, je suis généralement très mauvais, j'arrive pas à déduire, c'est une catastrophe. À mon avis, je serai mort le premier jeu, je pense. Batman Infiltration. Batman Infiltration. Team Kadema. Oui. Kadama. Qui avait fait Naruto Ninja. Oui. C'est un jeu que j'avais vu un peu comme ça chez mes grosses. Ça ne dit absolument rien, ça. Oui, mais il y avait, la culture ludique s'arrête là. Ouais. La couve est quand même assez bien faite, hein, entre cette demi-tête de Batman, cette demi-tête de Joker. C'est assez mat aussi. J'aime bien ça, en général, quand c'est un peu plus... C'est un jeu qui s'apparente vraiment à The Resistance. Donc quand je l'ai vu, c'était clairement ça. Donc c'est un jeu à rôle secret, donc c'est du 5-10 joueurs, je pense. Hein. C'est du 14+, évidemment, parce qu'il va falloir... C'est bon contre les méchants. Hein. Ouais, il va falloir chatter, il va falloir vraiment rouler les autres, comme du secret Hitler et ce genre de choses. Il va falloir y aller. Sauf que ici, c'est quand même un peu plus profond, on a l'impression, parce qu'il y a quand même... Chaque personnage a son petit pouvoir. Donc ces super-héros viennent avec ses petits pouvoirs et tout ça. Donc pour les grands fans de Résistance comme moi, ou Secret Hitler, ou genre, ça pourrait faire le taf, même si je suis assez insensible à l'univers de Batman, mais bon. Oui, moi il y a énormément de fans. Ouais. Dès qu'il y a une licence, moi j'ai toujours un peu de mal. J'ai toujours un a priori, en fait, qui n'est pas nécessairement juste, hein, mais c'est clair. C'est rarement bon, les licences. Voilà. Souvent, c'est du 4 grammes, c'est fait pour vendre. Hein. C'est ça le souci. Je sais pas s'il y en a qui sortent du lot, à part 2-3 Star Wars, comme Star Wars Rebellion, qui est juste exceptionnel. Oui, chez Star Wars, il y a plus de... Ouais, j'ai l'impression que Star Wars est peut-être un peu plus vigilant, peut-être. Je ne sais pas, c'est un avis comme un autre. Ouais, voilà. J'ai pas grande expérience avec ces jeux-là non plus. Donc. Le buzz des scènes est là. Le buzz des scènes. Ouais. Lacrimosa. Alors, c'est un jeu de Ferran Renalias et Gérard. C'est Gérard.
Asensi. Asensi. Ouais. Au pinceau, Enrique Corominas et Jared Blando. Il me semble que c'est rien de particulier pour ces gens-là. En pinceau, ils ont fait Cloud Spire, apparemment Mosaïque. On a quelque chose. Ah oui, Mosaïque, le fameux Catan Game of Thrones. Le fameux projet Kickstarter. Oui, l'énorme boîte de Glen Rover. Ouais, tout ce qui n'est plus dans l'air du temps, en fait, avec énormément de trucs. Oui. Bah, c'est un jeu de civilisation quand même assez simple, pas désagréable. Pour ceux qui n'aiment pas le jeu de civilisation comme moi, ça peut être sympa. J'ai pas été convaincu, j'avoue, j'avais joué le proto. Mais bon. En tout cas, ici, c'est Lacrimosa. C'est de la VO, c'est chez De Vire, donc il y a 150 000 langues dedans, sauf le français. Il n'y a pas de texte sur le matériel, en tout cas. Non, non, il était Texas. Hein, c'est vrai, chez De Vire, t'as 10 000 livrets de règles, bien séparés. Ouais, c'est rarement français. C'est peut-être ça le poids de la boîte. Allez, non, je l'ai. Le matos c'est bon, ouais, c'est bien. Le matos c'est pas mal. Au moins quelque chose de bien. Je vais essayer de plus te donner la parole. Donc, la couverture est magnifique. Je trouve. Personnellement, je trouve ça magnifique. Ça m'avait attiré dès que je l'avais vu. Donc esthétiquement, elle est très jolie. Ouais, c'était le gros buzz des scènes. Je trouve la couverture nettement plus belle que le rendu du plateau. Mais... Non, j'aime bien ce côté un petit peu rococo. Ça va s'arrêter là, hein, je pense. Peut-être la rivière de Cœur. Rococo est bien. Oui, le rococo est pas mal, effectivement. Non, je taquine parce que c'est vrai que je suis un des rares à ne pas l'avoir apprécié. Je reste un peu sur ma faim quand même, quoi. Parce que c'est bizarre parce que c'est vrai qu'au sortir des scènes, après avoir testé beaucoup de jeux avec pas mal d'amis et connaissances, c'est un de ceux qui faisait le plus l'unanimité dans le bon sens. Et donc je suis parti avec beaucoup d'attentes quand j'y ai joué, et la chute n'en fut que plus imposante. Donc, mais je pense que c'est moi, mais en tout cas c'est un jeu de par son choix d'action qui me correspond absolument pas en fait. Parce qu'on peut très vite, et c'est vrai qu'on est tombé dans un scénario, comment je vais dire, une configuration qui est assez, à mon avis, unique, atypique. Ouais. Mais pour moi, c'était ni fait ni à faire. Mais je comprends, je suis une... Ça m'arrive souvent d'avoir des configurations assez atypiques, donc je commence à être blasé sur ce genre de choses. Donc moi j'y ai trouvé mon compte sans en sortir en disant waouh c'est génial. Un petit côté Newton. Ouais, un petit côté Newton. Un petit côté Newton là-dessus. Une rococo un petit peu, on pourrait penser avec les cartes de jeu, pas du tout. Le thème peut-être. Hein. Oui, le thème. Ouais, l'iconographie un peu particulière. Il m'a fallu un peu de temps pour rentrer dedans. C'est bien parce qu'on la voit pas partout, donc donc c'est bien. Donc je m'étais dit, j'avais pas spécialement apprécié Newton, je dois être un des rares à pas spécialement l'avoir apprécié parce que j'avais trop d'attentes sur Newton. C'est peut-être pour ça que Lacrimosa n'est certainement pas dans mon top cette année-ci, même si j'ai passé un bon moment. Et si vous me demandez d'y rejouer, j'y rejouerai avec plaisir. J'ai dû un petit peu polluer la partie probablement. On a joué ensemble. Non, bah. Je veux dire, ce jeu est tellement atypique, donc je pense que je l'ai déjà raconté, mais c'est une expérience de vie qui s'est passée là-bas à Essen sur Lacrimosa, sur le fait que déjà on avait réservé une table super tôt pour pouvoir avoir un créneau horaire. Ils avaient eu la bonne idée d'être à côté du stand de Blue Orange qui présentait Discover, ça veut dire qu'il y avait une scène à côté, une machine à bulles, donc on jouait entre les bulles, c'était quelque chose. Mais au moins il y avait ça pas mal. Et donc on s'est assis à la table, une table de 4, la gentille fille qui nous explique les règles commence à nous pitcher le jeu en disant voilà, Mozart est mort, vous avez trouvé un remplaçant à Mozart ou quoi, vous pouvez y aller. Voilà, et donc on a joué sans les règles, c'était génial. Donc on jouait une carte, on dit ouais je vais faire ça, et puis alors elle nous dit ah non ça tu peux pas faire, bah oui. Bah tiens. Donc voilà. Du grand n'importe quoi. C'est de la VO. On ne joue pas à Essen. On ne joue pas à Essen. C'était juste. Répète après moi, on ne joue pas à Essen. Ah mais non, mais je ne joue pas à Essen. Je ne joue pas à Essen. Moi, c'était juste pour faire un tour et puis basta. De toute façon, c'est ce qui est présenté et c'est ce qui est passé. C'est ce qui s'est passé de toute façon. Lacrimosa, c'est de la VO, c'est chez De Vire. Si localisation il y a, Yellow Expert. Bien que ça. Bitoku, ce serait logique qu'ils suivent la même même ligne, si le dernier De Vire était chez De Vire. C'était lequel encore? Lune Capitale. Ah oui, c'est vrai. Pas de localisation. De Vire Games en français. C'est étonnant, ça, c'est vrai. Ben, en même temps, 10 000 langues dans la boîte, sauf le français. Donc, à un moment donné... C'est vrai que beaucoup de langues espagnoles, catalan et autres. C'est ça.
Chez Gigamic. Ouais. Kawale. Kawale. Alors, c'est de Didier Lenain-Bragard et Romain Froger. J'espère que je prononce bien. Didier Lenain-Bragard qui avait fait Medieval Pong. Oui. J'ai adoré ce jeu. Tu as joué? Oui. Alison, ils avaient une version géante. J'avais pas testé Alison, ils avaient une énorme table qui faisait, je ne sais pas moi, 1m50 sur 1m50, un grand carré comme ça, avec des galets qui faisaient la taille d'une main. Eh bien, j'ai raté ça. Ouais. J'ai raté ça. Non, moi, on a la chance en tant que boutique d'avoir de temps en temps des représentants, et donc c'est Bastien, mon représentant de chez Gigamic, qui est venu nous présenter, comme il vient ponctuellement, tous les 2-3 mois, il vient avec sa valise et il nous présente tout ce qui va sortir. C'est le genre de jeu qu'il adore, lui et moi aussi, donc c'est le genre de jeu après. Donc généralement, il me présente tout ce qui va sortir ici pendant les prochains mois. On fait un tour vite fait pour dire savoir ce qu'il y a dans le jeu. Et ces jeux-là, on n'arrive pas à faire un tour, on est obligé de les terminer. Donc c'est relativement court. Oui, mais on réfléchit, hein, parce que c'est la guerre entre nous là, on lâche rien. Hein, donc ça fait partie des jeux dans leur gamme avec Corridor par exemple, toute cette gamme-là. Le matos est dingue. T'as vraiment l'impression de jouer avec des gars. Déjà quand tu vois la boîte comme ça donne envie. Hein. Ouais. On est sur un indice de chute à plat, donc il faut gagner une fois que t'as... À Wallet, forcément. À Wallet, tout ce qui est marrant. Le matos est dingue, les sensations sont belles. J'adore ce jeu, voilà. Un petit coup de cœur. Ce Kawale, c'est du 2 personnes évidemment. C'est des duels, c'est des 15 minutes. C'est du 8+, oui. C'est du 8+. Faut que je te parle en abstrait de Pathogène. J'avais ramené des scènes qui est disponible. Si tu aimes bien les jeux abstraits, on rajoutera ça sur la table un de ces jours, je pense. Ok, mais c'est pas particulièrement les jeux abstraits qui me faisaient, c'était le jeu tactique. Généralement, les jeux tactiques sont très abstraits. C'est clair. Il m'avait fait tester précédemment Iroba, un espèce de sudoku comme ça. J'ai adoré, j'ai pas encore ouvert la boîte. Honte à moi. Trop de jeux. Trop de jeux. Mais pourtant, lui, il est chez moi. Ça veut rien dire. Valbara est le suivant. Olivier Sipierre. Je ne sais pas s'il a fait autre chose, ça ne me dit rien. Ça me dit rien non plus. Félix Donadio et Alexandre Reynaud au pinceau. Ouais, c'est aussi via Gigamic, mais c'est Studio H. C'est Studio H qui fait ça. Vous allez devoir jouer, c'est de la collection de famille. Hein. Collection de famille. Il va falloir faire des sets de collection pour avoir plusieurs terrains, parce qu'au plus vous avez des terrains, en plus vous aurez des points de victoire. Certains terrains score eux-mêmes, certains terrains score quand vous en avez 2, 3 et ainsi de suite. Assez fun pour la sélection des terrains parce que vous avez tous une carte à jouer, donc vous aurez une main de 5 cartes, vous allez en jouer une et c'est celui qui a la plus petite valeur. Côté Libertalia. Je pense qu'il y a une petite inspiration quand même dans la sélection et c'est positif. T'as dit lequel? Libertalia. Tu joues les cartes des pirates. Oui, ça y est. C'est un peu le même principe. Avec un but ici de plus de collection de cartes qu'autre chose, mais c'est un peu le même système. Direction artistique atypique, qu'on voit pas partout, tant mieux. Assez fun parce que quand tu joues et que c'est à toi de jouer, tu as des effets. Ce qui fait que des fois, tu joues que sur la première ligne de carte et la seconde, c'est ce qui va arriver. Donc parfois, tu as de l'interaction avec la seconde pour changer des cartes et tout. Donc c'est plutôt pas mal à savoir quand est-ce qu'on joue ces grosses cartes, quand est-ce qu'on joue ces petites cartes et tout. Donc c'est plutôt pas mal fait, un bel équilibre entre la force des cartes et les effets des cartes. Ouais, la mécanique est intéressante en tout cas. Il m'avait attiré quand j'en avais entendu parler. C'était sympa. On a fait 2-3 tours, c'était sympa. Pas encore une partie complète. C'est du 2-5 joueurs, 10+, des parties de 25. Ouais, comme Libertalia, il vaut mieux être plus nombreux, je pense. C'est un peu plus chaotique, mais c'est plus intéressant aussi. Clairement. Un énième retour pour Coyote. C'est à quelle édition ça? Il y en a déjà eu quelques-unes? Il me semble avoir vu 4 ou 5, je pense. Ouais. Alors, c'est Spartaco Albertarelli, qui a fait Powo Tags également. Et au pinceau, Zona et von Schroyer. Ok. Donc, énième refonte pour Coyote. C'est un petit jeu avec une petite mécanique de
d'un habit parce qu'on ne voit pas les cartes qu'on a, et donc c'est de la prise de risque et c'est du pari qu'on va devoir faire en fonction des cartes qu'on voit. Évidemment, il y aura des cartes négatives qui fait que quand vous allez annoncer vos chiffres, voilà. Quand j'avais vu la boîte arriver, je m'étais dit waouh. Il faut dire que Gigamic aime beaucoup nous mettre au défi ces temps-ci pour essayer de vendre des couvertures totalement atypiques. Coyote, Snakes, voilà. Ça n'en demeure pas moins des très très bons jeux. Un petit jeu d'ambiance, hein. 3-6 joueurs, une partie de 20 minutes, c'est du 10+. C'est pure ambiance. Hein. Oui, clairement, donc au plus vous êtes, au mieux c'est. Mais par contre, dans le jeu original, c'était avec un espèce d'élastique qu'on se mettait autour de la tête et on se mettait des plumes, un petit peu comme un Indien. Je me demande comment ils ont refait ça pour montrer la carte aux autres. Des supports. Il y a des petits supports. Ok. Dans une petite boîte comme ça, il y a des supports. Oui, des petits samedis. Hein. C'est bien. Oui. Gigamic, encore. Boussanga, qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, Madani Traoré et Nicolas Orange. Je suis pas sûr qu'ils aient fait autre chose avant. Non. Et c'est Suzanne Demontron au pinceau. Oui. Donc c'est chez Okaluda, amené par ici par Gigamic. C'est du 8+, c'est du familial. Et tu l'as testé, je pense. Oui, je l'ai testé. Un 4 joueurs, 30 minutes. 8+, ouh. Oula. Ouf, on n'est pas sur la même planète, hein, clairement. Alors, je pense que quelqu'un du temps peut jouer, je pense peut-être. Oui. Probablement qu'une chance contre un bon joueur, mais je pense que jouer, les règles sont simples. Non, c'est 8+. Moi, j'ai toujours du mal à dire que, ok, c'est un 8+, si on passe complètement à travers la stratégie à long terme. Ouais. C'est un jeu abstrait, c'est dans la même gamme que des Azul et tout ça. Il y a pas de souci, un 8+ sera joué. Il y a un mode coopératif. Oui, il y a un solo, compétitif, coopératif en équipe, totalement complet. Hein. On est sur quelque chose de pas mal aussi au niveau du matos, parce qu'on a des petites pierres quand même, style des gemmes et tout ça. Il y en a vraiment tout plein. Là aussi, c'est les échecs. Donc j'ai encore joué une partie avec Bastien, et là aussi on devait faire un tour. On a fait la partie complète parce que c'est fou, c'est complexe. C'est long. Une partie, c'est long. Non, une petite demi-heure. C'est bien. Mais quand on voit qu'il arrive avec sa valise avec 50 gemmes montrées et que on tape un Kawale à un quart d'heure et un Wusangan une demi-heure. Donc voilà. Couverture un peu particulière aussi. Oui, très. Très, hein. Surtout pour un jeu abstrait derrière, en fait. Oui, on passerait facilement à côté, je pense. Ça va être notre travail de vendeur là-dessus. Ouais, il va falloir le vendre. Mais bon, moi, comme je l'ai beaucoup aimé, je vais pouvoir le vendre. Donc, les personnes qui ont aimé des Azul et tout ça risquent de beaucoup aimer, parce qu'il y a quand même une belle profondeur tactique. Il faut réfléchir, ça chauffe quand même. Non, très chouette. Ça m'avait fait penser à un jeu qui est arrivé chez Super Meeple aussi, qu'on avait joué chez toi. Je me rappelle plus. Un jeu abstrait. Oui, avec des piles de carrés en plastique. Des piles de cartes. Et il y a l'extension Dragon. Je reviens sur tout sauf sur le nom du jeu. Je ne sais plus. Bref, je ne me reviendrai pas. Ça ne me reviendra pas. Et donc ça m'avait fait penser à un genre de jeu. Voilà. Enfin, en tout cas. Mais ça, il plairait en famille chez moi, je pense. Il faut arriver à passer au-dessus de la couverture, franchement. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais. J'ai clairement beaucoup aimé. Je vous avoue, ce qui me dérange le plus, c'est la typographie du nom au milieu de l'image. Je ne sais absolument pas c'est quoi le pitch du truc. Donc évidemment, on est sur des éléments. Oui, ça abstrait, hein, le pitch. C'est de broder quelque chose autour d'une mécanique. Mettez les forces de la nature de votre côté. Évidemment, what else. Ce qui est marrant, c'est que les couleurs que tu récoltes n'ont pas le même nombre de points. Ça, c'est sympa aussi, je trouve. C'est ce qui fait un peu plus... Je dois dire que je ne me rappelle plus trop bien. Je sais bien tu dois aligner 4 fois la même couleur en jouant des cartes transparentes, en plaçant les pions comme ils sont sur ta carte. Et quand tu alignes, en fait, tu défausses tous les jetons, sauf un que tu récupères. Mais selon la couleur, ces jetons-là, à la fin, valent un certain nombre de points. Donc, les bleus valent plus de points, je pense, que les rouges ou ce genre de choses. Donc, il y a un intérêt aussi à plutôt faire certaines couleurs que d'autres. Si j'ai bon souvenir, et ça, c'est pas encore gagné, il me semblait que, justement, on avait tendance à aligner les valeurs, à avoir autant de... Dans mon souvenir, j'avais entendu parler, c'était... En tout cas, il y a un intérêt à choisir ces couleurs.
Gigamic again, Studio H, le grand Kiwis. Alors, Sébastien Pochon, vous comprenez bien, auteur de Jaipur, Metropolis, Ispahan et autres. On parlait d'Istari tout à l'heure. On pourra en continuer. Hein. Oui. Grégoire, donc ici, il est accompagné de Grégoire Larger et Franck Critin. Critin, je ne sais pas si c'est un français. Et au pinceau, il s'agit de Mary Pumpkins. Elle a fait des choses. Elle a fait Zombibus. Oui, j'adore Zombibus. J'adore. Je crois sur parole. De quoi? Je crois sur parole, je ne connais absolument pas. J'adore Zombibus. C'est un coop jusqu'à un certain point. Ah ouais. Zombibus. Ah ouais, je vais me faire un petit plaisir, comme il n'y en a pas beaucoup sur la table, parce qu'il n'est pas loin en plus. Zombibus qui vient de revenir dans une deuxième édition. Il est chez Sweet Games. J'adore ce jeu. Vraiment, j'adore. Tout ce qu'il y a de plus simple, hein, vous lancez des dés, en fonction du résultat des dés, vous allez tataner des zombies et tout. Le but est de savoir monter dans le bus et de repousser les hordes de zombies. Jusqu'à un certain point où vous voyez que ça commence à puer, mais grave, et vous vous cassez lâchement en laissant bouffer vos partenaires. Par contre, si jamais ils arrivent à s'en sortir, c'est vous qui avez perdu. Voilà. Il y a quand même une logique à ça. Donc, voilà. Des zombies, un coopératif, ça ne m'étonne pas que tu apprécies. Ah, connaissons mon jeu préféré. Ton jeu préféré. D'accord. Un concours. C'est quoi mon jeu préféré? Ah ouais, à partir de là, ça doit être trouvable. Jusque-là, c'était pas très compliqué. Le Grand Kiwis, plutôt pas mal. Espèce de petit stop ou encore quand même, savoir jusqu'où on va aller. Il faut toujours donner la mauvaise réponse. Ouais. Le matériel était un peu atypique aussi, avec des trucs comme on avait vu dans Smart 10, des trucs. C'est marrant, c'est deux cartes qui se superposent et il n'y a qu'un trou, un petit peu comme dans une machine. Ouais, un petit peu le même principe. Oui. Sympa. Il y a beaucoup de questions. Parce que je trouve ça super sympa, mais j'avais un peu peur de la limite d'une... 468 questions. Oui, donc ça va, il y a quoi faire. On peut faire un ou deux réveillons. Je pense. Il est bien le jeu à jouer, à sortir à... 2 joueurs, 8+, des parties de 25 minutes. Les questions sont assez marrantes. T'as pas un exemple? Il y a pas... Si, mais je me rappelle plus trop comment ça va. Je sais bien qu'il y a... Il faut prendre l'intersection, en fait. Ouais, c'est ça, bien sûr. Mais il n'y a pas d'exemple de question. Si, mais j'ai ici le Mexique, le Togo, la Suisse, et après il y a 3 références de l'autre côté que je n'arrive pas à lire avec mes vieux yeux. Donc et en fait il faut simplement dire ça ne va pas avec ça, ça ne va pas avec ça. Voilà. Et en fonction d'eux, vous allez marquer X points parce que vous allez monter crescendo. Voilà. Ça fait du jeu à jouer en famille pendant les fêtes, clairement. Typiquement réveillon. Typiquement réveillon. Le jeu de la semaine déjà. Eh bien. Oui. On était habitués de 30, 40 jeux à proposer. C'est un goût de trop peu maintenant. Hein. On fait des apartés avec des jeux un peu plus anciens, des Zombibus. Si tu sais venir près de moi, s'il te plaît. J'arrive tout de suite. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon? Donc, c'est une sortie il y a quelques semaines, si je ne m'abuse. Ouais, il y a déjà bien 2-3 semaines qu'il est là. Hein. C'est très futé Forever. Mais entre-temps, donc je l'ai testé pratiquement à sa sortie. Donc entre-temps, je m'étais dit, je vais le mettre sur la table en tant que jeu de la semaine. Et puis il y a eu des bombes atomiques qui sont arrivées, des bombes atomiques comme Turing Machine, comme Goéland, Drone versus Goéland. Waouh. Autant je me disais que l'année 2022 était un peu terne et fadasse, que là, c'est pas mal, hein. Ouais. Oui. Donc, très futé Forever, on m'avait hypé de fou en disant c'est le meilleur de la série, c'est le meilleur de la série. Ah oui, carrément. Ouais, voilà, vraiment. Donc j'en ai pris tout plein, parce que j'y croyais à fond. Il est vraiment très bon. Je reste sur le numéro 1, quand même, dans mes préférences. Ça n'engage que moi. Mais celui-ci, je le trouve particulièrement jouissif à la manière de comboter. Ça m'a mis dans un dilemme tout particulier, à savoir que les quartiers sont super puissants. Ça frappe super dur, hein. Vous allez faire 150, 200 points dans un quartier. Ça frappe, mais waouh, un truc de fou. Peut-être même les verts, peut-être un peu trop fort. Il est plus technique que le premier? Oui. Et que le deuxième?
On s'approche plus du deuxième que du premier dans cette mécanique-là, clairement. Tandis qu'ici, on va avoir tendance à bisser un peu toutes les actions. Le jaune qui score en 3 temps, un peu comme dans le premier, évidemment. Le bleu qui score en 2 temps, par exemple. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le gris, où il faut un énorme investissement. Waouh, quel truc de fou, le gris. Parce que vous devez parvenir plus ou moins à compléter toutes les couleurs. Vous avez du gris clair, du blanc, du gris foncé, tout ça pour obtenir 3 renards que je trouve faiblard comparé au premier, parce que c'est ce qu'on pourrait se dire. Les 3 renards vont tout booster, et en fait les quartiers sont tellement puissants qu'on a tendance à délaisser, et on a tellement envie de faire plein de choses qu'on essaye d'être égalitaire et de faire des scores de merde comme je fais. Quand je vois que je dois avoir fait 250 points, quelque chose comme ça, quand je vois que il y a du 450 qui... moi je suis nul, hein. Par contre, si tu joues avec moi, tu gagneras sans problème. Ok, on verra. Une petite apparition que ce n'est que ce petit plateau où va falloir poncer les dés un peu comme dans Woodcraft. Et donc les dés, on va pouvoir les modifier et interagir sur le dé du plateau. Et donc ça, c'est plutôt pas mal du tout, parce qu'il fallait à un moment donné faire avec ce qu'il y avait. Et donc là, on était peut-être un peu tributaire de la chance. Donc ces bonus-là sont assez easy à attraper, donc ce qui fait qu'on a quand même un peu plus de modularité. Dans le fait qu'il faille bisser peut-être certaines actions pour pouvoir bénéficier pleinement des bonus, c'est plutôt bien pensé. C'est du bel ouvrage. J'aime tout particulièrement la piste rose. La piste rose, ou bien... Vous voyez, donc vous allez faire le plus classique, là, tu la vois comme ça en tout cas. Oui, mais pas que, parce que elle est quand même vachement bien, parce que vous ne scorez que les valeurs qu'il y a au-dessus. Et donc c'est assez faiblard en soi, parce que c'est pas comparé à quand vous mettez un 6 fait x2, ça fait déjà 24 points, c'est un peu faiblard pour comparer à la verte. Ouais. Mais il y a des petits effets super sympas qui fait que si vous mettez un 2, vous allez prendre 2 points en plus, si vous mettez un 4, vous allez prendre 4 points en plus, si vous mettez un 5, vous pouvez bénéficier du bonus en dessous, si vous mettez un 6, vous bénéficiez du bonus en dessous, plus 3 points. Si vous mettez un 3, vous notez un 3 dans la case à côté. Et donc tout le dilemme va être: qu'est-ce que je mets comme valeur? Est-ce que j'ai besoin de ce bonus-là? Est-ce que je vais aller plus loin pour marquer des points? Donc, franchement, ça fait réfléchir, quoi. J'ai essayé de pousser la piste grise à fond. Ça peut être facile. Oh. Est-ce que tu fais encore autre chose? Mais voilà, tu ne fais pratiquement plus rien, quoi. Est-ce qu'elle est suffisamment puissante pour compenser? Je crains. La piste jaune est super bien aussi, super bien pensée. Elle se développe en 3 temps. La piste jaune, vous devez être progressif un peu à la manière de la piste mauve dans le premier opus. Donc si vous mettez un 2, vous pouvez mettre un 3, un 4. Si vous mettez directement un 6, vous ne saurez plus remplir ces cases-là. Ça c'est super malin. La ligne du milieu qui amène pas mal de bonus. Si les valeurs que vous allez mettre là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ce sont des points négatifs à la fin de la partie. Ça, c'est bien aussi. Et en dessous, là, ce ne seront que des points positifs en plus des colonnes que vous allez devoir valider pour prendre des points. La piste jaune est bien intéressante aussi et se travaille à long terme. Donc, je suis bien satisfait de cet opus-là. Vraiment très futé. Donc, le 2 dans la série m'avait bien aimé, mais j'avais trouvé pourquoi complexifier quelque chose qui n'avait pas besoin d'être complexifié. Encore plus froid, je trouve. Ouais. Le troisième moins fun, en fait. Plus complexe, mais moins fun. Oui. Mais clairement, c'était... Je regardais que le premier, d'ailleurs. Le premier est juste génial, en fait. Donc, le premier est juste génial. Le 3, j'ai même pas eu envie de le mettre sur la table. On m'en avait dit tellement de mal que je ne l'ai pas mis sur la table. Et d'ailleurs, je pense que je l'ai fait venir en boutique avec parcimonie, mais vraiment très peu. Là où j'en prends vraiment beaucoup dans les autres opus, quoi. Donc, mais Très Futé Forever, pour moi, c'est mon deuxième. J'aime beaucoup y jouer. J'ai quand même fait quelques parties. Je vais certainement encore beaucoup le jouer, mais je pense que je resterai quand même sur le 1. Même si c'est très chouette. C'est super chouette. Cette piste verte qui vous donne des sentiments de combo phénoménal. Waouh. Qu'on valide en 2 temps. Elle est la plus jouissif, en fait. Ouais, mais la piste verte, on voit tous les combos qu'il y a moyen de faire. En fait, c'est ça qui est bien. J'ai pas expliqué, on fait des lignes vertes. Donc vous allez devoir mettre 2 valeurs dedans
peu importe les valeurs, là, pour marquer les points. Donc, si vous mettez un 3 et un 2, vous marquez 5 points. Voilà. Et donc, vous allez monter, vous avez plein de x2 qui intéressent. Donc, si vous la jouez à fond, celle-là, elle frappe, mais super dur. Ça se fait déjà. Et en fait, quand vous mettez une valeur dans le fond, vous prenez le bonus. Donc, vous avez tendance à aligner que des valeurs du fond pour prendre plein de bonus. Et il va falloir penser à mettre des points au-dessus quand même. Donc, franchement, ça c'est... Ouais, c'est certainement le plus abouti en termes de complexité. Non, faut pas déconner. Le rapport fun-complexité. Ouais. Ouais. Mais le premier est juste au-dessus. Et le premier, ils ont touché les étoiles avec ça, je pense. Enfin, pour moi, c'est mon runner préféré. C'est ça. Donc, c'est plus cartographeur. Cartographeur, c'est un flip and wide, mon ami. Ah, c'est un trick and ride. C'est un trick and wide. Cartographeur, s'ils ont touché les étoiles. D'accord, là, je te reconnais. Ouais, non. Merde Adrien, pour moi, c'est pas un flip and wide, tu vois, c'est un truc wide, enfin, c'est un truc de bazar, la gestion de ressources. C'est moche. Ouais, non, on ne dit pas de mal du Merde Adrien, j'adore le Merde Adrien. Voilà, c'était Très Futé Forever. Vidéo un peu plus courte, c'est pas mal. Oui, 35 minutes. Oh, je me suis lâché là. C'est très bien. 35 minutes pour si peu. Le mot de la fin? La fin, comme d'habitude. Non, j'ai oublié le planning. Ce week-end, c'est un week-end de fou. Ah oui, on se revoit ce week-end. Ouais, donc ce soir, quand vous regarderez la vidéo, soirée jeu, tout ce qu'il y a de plus classique au magasin. Le samedi, de 10 à 18 magasin, je vais vous présenter des jeux qui iraient bien sous le sapin. Donc vous allez pouvoir les tester. Je n'ai fait que lire des règles, tu m'as dit. Très Futé Forever sera dedans. Ça, c'est sûr. Avec plein de bottle chai, plein de beaux trucs. Acropolis, enfin bref. Et samedi, on a l'honneur de recevoir Monsieur Étienne Esprément. Dimanche, pardon, dimanche, pas bien vu. Parce que j'y suis. Oui, tu es là, non, c'est dimanche. C'est dimanche. On a l'honneur de recevoir Monsieur Étienne Esprément. 14h, Monsieur Étienne Esprément, car je suis plein de prix pour Bruxelles et justement, Très très bon jeu. Ils nous font une petite un remaniement intérieur avec des nouvelles illustrations, une nouvelle extension dedans. Et il vient nous le présenter parce que ça va sortir en 2023. Si vous ne connaissez pas, venez. Si vous ne connaissez pas le jeu, venez. Si vous ne connaissez pas l'auteur, venez. Très sympathique, très abordable, vraiment très gentil monsieur, que j'apprécie tout particulièrement. Impatient. Je serais une autre table, mais j'aurais bien testé quand même celui-là. Mais moi aussi, et la table est complète. Bah oui, j'imagine. Donc, on va essayer on va lui dire, écoute, Étienne, tu vas rentrer tard. Bah, mais il va pas rentrer avec son proto. Qui le laisserait. Ah, ce serait le bon plan. Ouais. Il va nous montrer aussi Expo 58, c'est la prochaine sortie de guerre, parce que... Alain Orban. De Alain Orban, oui. Très sympathique monsieur aussi. Ouais. Pourquoi? Bah parce que Étienne, c'est une des têtes pensantes de GAC, évidemment. Des Geek Attitude Game. Voilà, maintenant le mot de la fin. La fin, F-A-I-N, comme d'habitude. On va aller manger. À bientôt. À bientôt, Cédric. Chez Louis Werner. Salut. Ciao.